Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Bon, c'est un plaisir pour nous d'être en Europe, en France. On va faire une présentation bilingue, suisse-français et français-français. Donc il y a peut-être des mots qui sont différents entre ce que je dis et ce que vous comprenez. Donc il y aura une session à la fin de questions. On déroule la présentation et puis à la fin on peut échanger. Il y a un type au fond qui va me dire plus que 5 minutes et comme ça après. Ça en Suisse, on a un respect du temps qui est extrêmement important. On ne fera pas différemment. J'ai avec moi ici Étienne Rondax qui représente la partie IT, donc la partie intelligente du cerveau. Et puis moi je suis la partie métier, donc la partie marketing, la partie un peu plus, je dirais, fantasque. Et puis avec nous Pascal Curtil qui a travaillé avec GFI tout au long du projet. Et en fait, vous avez ici des acteurs du succès que nous allons partager avec vous. Un tout petit mot sur le transport public. Alors évidemment, on est dans un périmètre beaucoup plus restreint. La Suisse est microscopique par rapport à ce que vous connaissez, 7 millions de personnes. On est à Genève. Genève, c'est juste à côté de la France, donc vous êtes nos voisins. Il y a un enjeu qui est extrêmement important, c'est qu'on a des lignes de bus qui traversent la frontière, donc une complexité pour traiter en fait deux territoires bien différents, que sont la France et la Suisse, avec des mentalités différentes, des financements très différents, inimaginés. Et puis donc trouver une solution pour pouvoir satisfaire tout ça. On a 427 km de réseau, on a 3 modes qui sont intégrés, on fait du tram, du trolleybus et du bus, et vous avez la chance d'acheter un billet pour pouvoir voyager, je dirais, librement sur l'ensemble du réseau. Au niveau de notre entreprise, on est 700 collaborateurs, mais la partie Internet, c'est grosso modo 3 personnes chez nous. Donc c'est pas beaucoup. Vous avez un responsable Internet, et puis vous avez un responsable IT Internet et un webmaster. Donc c'est pas beaucoup. On n'est pas encore très actif sur Internet. L'enjeu principal, vous le verrez, pour nous, c'est vraiment les systèmes d'information, pouvoir permettre aux voyageurs d'avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir voyager correctement et accéder à leurs horaires et à leurs itinéraires en tout temps. Système d'information dans notre entreprise, vous avez ici quelques chiffres qui vous montrent un petit peu de quoi se composent en fait les problématiques informatiques de notre côté. Vous avez les chiffres du site internet, une fréquentation qui est correcte, et par contre qui peut avoir des grosses variations. Donc c'est là qu'on a un vrai enjeu de performance. On a vu qu'en France, en fait, vous avez les grèves qui peuvent perturber le réseau. Nous, on a la neige. Donc c'est deux facteurs qui viennent vraiment abîmer le service au quotidien. Et par exemple, chez nous, quand il y a la neige, donc tout le monde converge sur le transport public pour ne pas abîmer sa voiture de luxe ou sa moto de luxe. Et donc, ils viennent dans le ghetto du transport public au pire moment parce que tout le monde vient dans les bus. Par contre, tout le monde veut avoir accès à l'information. Donc, on a des pics absolument phénoménaux de consultation. Et un des problèmes qu'on avait il y a de ça 2 ans, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un pic de fréquentation, évidemment, le site crachait. Donc, au meilleur moment, on avait une publicité absolument phénoménale. Déjà qu'on est un service public, c'est difficile de vivre avec, mais si en plus vous avez une qualité d'information qui est catastrophique, autant vous dire qu'on avait 100% des suffrages de médiocrité. Donc, l'enjeu pour nous, ça a été de trouver une solution robuste, de vraiment pouvoir satisfaire la clientèle là où elle en a le plus besoin. Et puis pour la petite histoire, on avait un CMS qui était devenu complètement obsolète avec une webmaster qui partait à la retraite dans 4 mois. Donc c'était en fait pas trop anticiper la situation et on s'est mis en mode projet avec Étienne. Et nous avons rédigé un cahier des charges structuré sur 2 axes, Internet dans un premier temps et intranet aussi. Là, on n'a fait que la partie Internet pour l'instant. On a fait le tour des besoins utilisateurs de l'entreprise, savoir quelles étaient finalement les attentes des différents services
pour la vitrine de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils avaient envie de transmettre à travers ce portail. Et puis, évidemment, d'un point de vue marketing, l'analyse du besoin du voyageur, quels sont ses besoins, comment il consulte le site, qu'est-ce qu'il a envie d'y trouver, qu'est-ce qu'il n'a pas du tout envie d'y trouver, qu'est-ce qu'il trouve ailleurs et qu'est-ce qu'il aurait envie de retenir chez nous. Donc on a construit un cahier des charges, je pense, assez strict, et on est passé par le système des appels d'offres marché public. Donc on doit pouvoir justifier tous les mois vis-à-vis d'État, qui est notre donneur d'ordre à Genève, comment on dépense l'argent public, donc l'argent du contribuable. Et le système d'appel d'offres des marchés publics est très rigoureux, trop à mon goût. Mais il a cet avantage de nous contraindre de noter toutes les offres qu'on reçoit sur une centaine de critères. Donc là, la sélection, il n'y a pas eu trop de discussion. Vous avez des grilles d'évaluation. On travaille en groupe de manière, je dirais, hebdomadaire. On évalue à peu près une offre par semaine. En fait, le souhait et le vœu pieux quand vous lancez un appel d'offres, vous espérez qu'il n'y a pas trop de monde qui répond. Parce que sinon, on perd du temps en fait. Mais voilà, il faut accepter de vivre avec ça. Heureusement, on a eu, je pense, 9 réponses. Donc finalement, on n'a pas trop perdu de temps. Et ce qui était intéressant, c'est que 30 à 35% des gens qui ont répondu nous proposaient la solution Liferay. Donc pour nous, ça nous donnait déjà une idée en se disant, bon, on ne les connaît pas tous, mais au moins au niveau de la solution, ils ont l'air de converger vers quelque chose qui correspond à nos besoins. Donc ça nous a rassurés. Et après, Marc-Génépi a été excellent sur la réponse à l'appel d'offres. Donc on a été convaincus et on a fonctionné avec cette combinaison. Vous avez ici le détail du forfait. Ce qui est important, c'est qu'on avait vraiment l'envie de pouvoir aussi réduire la pollution du côté de la hotline. Il y a beaucoup de gens qui nous contactaient par téléphone pour avoir des informations. Alors quand on nous contacte par téléphone, c'est qu'on n'a pas trouvé l'info. Donc il a fallu vraiment qu'on puisse redisposer les informations de manière correcte par rapport aux besoins des voyageurs. Et puis, quelque chose de... Vous avez le détail de tout ce qui s'est fait, je ne vais pas vous le lister. Par contre, vous avez un petit visuel. C'est en fait du gaming, donc sur le modèle d'Angry Birds, que je pense que tout le monde connaît. Il y a peut-être même certains qui jouent en ce moment à Angry Birds en m'écoutant, mais ça c'est pas grave, on a l'habitude. GFI nous a aidé à créer l'Angry Boss. Et donc Angry Boss, c'est quelque chose qui va être lancé au mois de septembre à la rentrée. C'est pour nous un outil en fait de collecte d'informations personnelles qui permet d'avoir des adresses internet pour pouvoir contacter les gens. Et puis en même temps, c'est un exutoire. Combien de fois vous êtes arrivé de lancer un métro contre un mur parce que vous en avez marre de cette captivité. C'est un peu la boue, la dépression, le transport public pour beaucoup de gens. Donc là, on va leur donner un exutoire où ils vont pouvoir s'occuper d'envoyer des bus sur des voitures. Et puis, eux, ça leur fera du bien et nous, ça nous fera des adresses internet. On pourra construire un petit CRM, les recontacter l'air de rien. Et puis, en Suisse, c'est quelque chose d'assez bien perçu. Donc, on espère qu'il y aura du succès par rapport à ça qui sera lancé en septembre. Au niveau du site, l'axe et la chose la plus structurante que je vous montrerai après, c'est vraiment les horaires. Les horaires, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté. On a un rapport à la ponctualité qui est probablement pas le même qu'en France. Je dis pas ça, c'est un constat, tout à fait factuel. Mais en fait, on a l'équivalent de la SNCF chez nous, qui a une horloge sur chaque quai, et à chaque fois que la trotteuse arrive à 12, il y a un train qui part au même moment. Donc ce symbole de la ponctualité en Suisse, du coup, est transposé sur les transporteurs urbains comme nous, et on n'a pas le choix. Être à l'heure en Suisse, c'est un identifiant qui fait partie de nous, donc quand on n'est pas à l'heure, c'est déjà ennuyant. Et avec l'arrivée d'Internet, tout le rapport à la temporalité a changé. Donc des gens qui ne savaient déjà pas attendre, vous imaginez qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un enjeu extrêmement important. Donc, la robustesse du site, la disponibilité,
des horaires, quelque chose de très très fort. J'ai pris une image pour illustrer le projet, je pense qu'elle parle d'elle-même. Je ne vous dis pas qui est GFI et qui est TPG sur l'image, ce sera à vous de voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réuni plusieurs compétences à travers les bureaux GFI. On a travaillé avec Lyon, avec Clermont, Pascal, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est structuré. On avait une première expérience avec GFI sur les solutions temps réel au niveau des applications, notamment la solution iPhone qu'on avait lancée précédemment il y a de ça 3 ans. Ça avait bien fonctionné, on était content de travailler avec eux, donc on a été confiant de pouvoir continuer cette partie portail avec GFI. Ça a été aussi des fois un petit peu difficile parce que vous avez affaire à une antenne suisse qui a répondu à un marché public suisse. Et puis derrière, en fait, toute la mise en œuvre opérationnelle, les ateliers se déroulent avec les équipes qui sont plutôt en France. Donc là, en termes de mobilité, d'organisation des ateliers, on a eu un gros rush lorsqu'on a lancé le projet à la rentrée d'il y a un an et demi. On a eu quasiment 3 mois d'ateliers non-stop jusqu'à la fin de l'année. Il a fallu nous mobiliser des équipes en interne qui étaient des fournisseurs de données, notamment les données horaires, pour pouvoir bien travailler et bien construire la partie après développement. La dernière phrase est extrêmement importante parce qu'en fait, en décembre 2011, tout notre réseau a changé. Et ça, c'était un foutoir sans nom parce que, en fait, toutes les données sur lesquelles GFI a travaillé pour l'intégrer dans l'AFRAI, tout allait en fait basculer au mois de décembre sur un nouveau réseau. On avait 8 lignes de tram, on a réduit à 3, tous les trolleybus changeaient, les noms d'arrêt étaient aussi modifiés, donc en fait toute la donnée structurante allait changer. Donc on a commencé comme ça et puis on a fini comme ça. Néanmoins, ça s'est bien passé. Comme le réseau n'a pas été forcément destiné pour les besoins des voyageurs, on a été vraiment sur le devant de la scène au niveau des médias. Après décembre, pendant 3-4 mois, il y a vraiment une grosse campagne de dénigrement du réseau, ce qui a mis en fait indirectement beaucoup de pression sur le projet, parce que nous on savait qu'on basculait de site au mois de juin, et on s'est dit si en plus on se rate, on va leur donner quelque chose pour nous taper dessus encore plus, donc beaucoup de pression à l'interne et beaucoup de pression politique, parce qu'évidemment les donneurs d'ordre ont besoin d'être réélus, donc il faut qu'on puisse les servir correctement. Alors bon, j'ai fait cette présentation, je l'ai construite il y a une semaine. Alors évidemment, le Suisse est humble. Je félicite les supporters de l'expatrié qui est chez nous, fiscal, qui a battu Federer avant-hier. On est bons joueurs, pas de problème. Il y a eu la chance de réinventer le tennis, ce n'est pas forcément le cas du tennis en France. Bon, donc pour nous, un bilan positif. Je crois que vraiment le site fonctionne bien. On a eu des petits soucis au début en termes de performance, de disponibilité, mais ça, je crois que c'est la vie des projets. Comme vous l'avez dit précédemment, on ne peut pas croire que tout est rose. On n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, forcément, le mode projet vous impose en fait d'être constamment orienté solution et de vous réinventer. Donc ça a bien fonctionné, des équipes motivées. Je pense que bon, on a été motivés, on a mangé ensemble hier soir, donc tout se passe bien. Je sais pas, Pascal, si tu veux dire peut-être un mot sur la coopération. Voilà. Dès que c'est l'IT. C'est toujours la technique qui vient avec. Oui, donc du coup, Pascal Curti, GFI, pour le coup, j'étais directeur d'un programme sur la refonte du site TPG. Et le facteur clé, je vais parler un petit peu des facteurs clés de succès. Et le premier facteur clé de succès, pour moi le plus important, vous l'avez ici. C'est-à-dire que vous avez le métier qui s'entend très bien avec l'IT. Et ça, honnêtement, on en gère un tout petit peu quand même de projet. Et voilà, c'est un cas suffisamment rare pour être signalé. Ils sont là tous les deux et ils s'entendent très très bien. Donc ça fait une gestion bicéphale
qui est juste un point clé dans la réussite. Donc, sujet numéro 1, et de notre côté, hein, ça pourrait se passer ailleurs aussi, c'était aussi important d'avoir une équipe extrêmement soudée. Et par rapport à la problématique Liferay, il y a un point clé qui est l'architecture. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant et important d'avoir sur un projet Liferay un architecte expérimenté. Un architecte Liferay expérimenté. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas éviter, justement pour qualifier l'adhérence de la solution Liferay aux besoins des clients. Puisque Mickaël va vous montrer un petit peu après les éléments clés du site. Et donc, on sait qu'une solution native, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne correspond jamais à 100% des besoins des clients. Maintenant, la question, c'est quelle est son adhérence par rapport aux besoins des clients et c'est quoi le gap? Est-ce que le gap, c'est 10%? Je vais devoir faire le spécifique. Ou est-ce que le gap, c'est 90%? Et ça, c'est un point clé parce que du coup, ça engage les charges, le planning, le budget. Donc, du coup, pour réussir, il faut aussi être capable de déterminer ça. Et Mickaël parlait des séances d'atelier un petit peu intenses qu'on a eu en début de projet. Ça sert à qualifier ça aussi, rapprocher le besoin client de ce que peut faire la plateforme et évaluer les deltas qui représentent en fait le projet. Voilà. Donc le point clé, voilà, facteur de succès, vous avez tout dit. Et puis les Suisses sont ponctuels, donc c'est vrai que c'est globalement interdit d'être en retard en réunion, quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Et ils sont sympas. Ils sont vraiment sympas. Je ne suis pas payé pour dire ça. Hein. Vraiment. C'est parce qu'on a votre pognon. C'est pour ça que vous faites ça. Ok, donc voilà, vous montrez un petit peu le portail. Bon, ça reste un site de transport, hein, donc on n'est pas sur le site de Piaget ou de GG1. Donc vous avez l'habitude de consulter parce que vous rêvez des montres suisses, et c'est normal. Donc un site de transport avec différentes zones. D'abord, voilà, une barre d'outils en haut, une barre des menus toute simple. Par contre, en termes de hiérarchie, on est vraiment sur une lecture en Z. On voyait très bien comment les gens se déplaçaient sur le site précédemment. On voit très bien ce qu'ils vont chercher, donc il faut tout de suite leur mettre leurs outils. On a par exemple pris le parti, on n'a pas du tout de publicité sur notre site. C'est un site très fonctionnel, hein, on est vraiment allé à l'essentiel. Donc il y a de l'information, il y a des plans, des tarifs, il y a tout ce que vous voulez. Une zone de recherche si vous devez passer par un mot-clé pour pouvoir rentrer dans la bibliothèque. Moi j'aime pas trop que cette zone en fait soit recherchée, donc ça veut dire que les gens n'ont pas trouvé en fait du premier coup d'œil là où ils souhaitent aller. On avait trouvé important d'avoir un footer, parce que c'est vrai qu'on voit que maintenant, en fonction des tailles d'écran qui se connectent, voilà, c'est au bout d'un moment que vous trouvez qu'il y a un footer, et puis quand vous arrivez au footer, vous avez compris que c'était la fin de la page, et puis là vous commencez à lire. Donc généralement le footer nous a permis en tout cas de mettre en évidence beaucoup de choses. On a beaucoup de contenu, donc c'était important d'avoir un footer parce que on voit quand même que les gens viennent chercher énormément d'informations sur notre site qui sont d'ailleurs pas forcément celles du transport public. C'est pour ça qu'on doit essayer de voir de manière un petit peu plus large. Ici, on a privilégié les outils de transport, donc les prochains départs, tout ce qui est lié à l'itinéraire, à l'horaire, donc ce que je vous disais, vraiment la phase structurante et ce qui est de loin le plus consommé. Si j'avais eu des coûts budgétaires de l'ordre de 80%, j'aurais fait un site avec uniquement ces 3 portlets. Je pourrais me contenter de ça, ce serait encore plus simple, mais bon, au niveau du graphisme et de l'image de l'entreprise, et puis on a une entreprise suisse, donc il ne faut pas qu'on paraisse fauché, donc c'est important, voilà, on a habillé tout ça pour que ça passe quand même beaucoup plus joli. Là, vous avez 2 portlets en fait qui sont liés, et chez nous on distingue 2 types d'informations. Il y a l'information statique, donc l'information qui est l'horaire planifié, et puis ensuite l'information dynamique lorsque vous rentrez en mobilité et que vous êtes confronté à la situation du terrain, par exemple la grève RATP ce matin. Et ça c'est en fait, on vous a planifié un métro, et puis quand vous arrivez dans la bouche de métro, c'est là que la réalité s'offre à vous. Donc ici, nous, on a vraiment 2 zones où derrière, vous avez de l'information en temps réel. C'est-à-dire que nos 400 véhicules sont équipés d'un système d'identification. Donc on a un géopositionnement qui se rafraîchit toutes les 20 secondes. On a une base de données qui collecte le positionnement des
des véhicules et qui est capable de renvoyer les temps d'attente toutes les 20 secondes sur l'ensemble des canaux. Les canaux nomades, donc les applications, et puis également le site internet. La partie prochain départ, vous pouvez aussi entrer la station, vous dites station, tout le monde dit après, mais la station fonctionne bien aussi. Le nom de station, et puis vous sélectionnez les lignes destination qui vous intéressent et vous avez le loisir de créer une pop-up qui se rafraîchit automatiquement toutes les 20 secondes pour savoir à quel moment vous allez pouvoir enfin quitter le bureau lorsque votre bus sera à 3 minutes de la porte de la sortie. Donc vous considérez le temps de badger, le temps de prendre l'ascenseur, le temps de courir à l'arrêt et puis vous ne perdez pas de temps. Donc en fait tous les outils sont orientés pour que le voyageur n'ait plus ce sentiment de captivité mais qu'il puisse lui-même se dire « Ah, j'organise mon temps ». Moi c'est vraiment en fait, c'est juste l'outil. La partie du bas qui est beaucoup plus informative, une partie actu et puis un slider qui est performant, qui est beaucoup regardé d'ailleurs. Dès le début, Pascal m'a fait beaucoup de pubs, il m'a dit il faut un slider, tu verras. Et c'est vrai, ça marche. Donc le slider qui permet de mettre en évidence les 4 événements du moment en termes d'actu, en termes de partenariat, en termes de déviation, en termes d'interruption de service. C'est une zone qui est très lue et qui fonctionne bien. La partie des horaires, on a 80% des voyageurs qui sont réguliers. On a quasiment les 2 tiers de la population qui est abonnée annuelle. Donc on a un taux de fidélisation qui est extrêmement élevé. Donc les gens, ils ont une adhésion émotionnelle et sentimentale au numéro de ligne. Je pense que on a l'idée de produire des t-shirts de ligne. J'ai aucun doute que ça va fonctionner, que les gens vont se les arracher, parce qu'il y a une vraie appartenance en fait, qui vient de quand vous alliez à l'école, vous aviez une ligne pour y aller, et du coup les gens, en tout cas à Genève, s'identifient là. On était de la 2, ah mais oui, on se voyait sur la 2. Et en fait, le code d'entrée, on l'a respecté, donc c'est vraiment l'identifiant de ligne. Les gens réfléchissent comme ça. Je pense que c'est important de bien connaître, je fais le marketing, c'est important de bien connaître vos besoins clients et surtout de connaître les usages de réflexion par rapport à nous, un service qui au final est assez complexe. En fait, le transport public, c'est pas très simple d'accès. Quand vous voyez les plans, quand vous voyez les horaires, ça change tout le temps, on n'y comprend rien. Donc c'était important de faire une page très simple. Au niveau des horaires, on a aussi pris le parti de mettre l'ensemble des horaires sur une page. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens, en un coup d'œil, ils aient accès à tous les types d'informations horaires qui les intéressent. Donc vous avez ici ce qu'on appelle un thermomètre de ligne avec les correspondances, toutes les stations et les temps de parcours. Vous avez l'horaire du jour, donc là on est tout en théorique, l'horaire planifié. Et puis ensuite, des petites fonctionnalités qui, l'air de rien, sont extrêmement pratiques. Sens inverse, forcément, il faut rentrer le soir, comment ça se passe. Et puis, le téléchargement de la fiche que vous allez retrouver à l'arrêt, ça, c'est en faisant des études de marché, vous vous rendez compte en fait, que beaucoup de gens qui disent « Ah, mais moi je l'imprime, vous savez, je l'ai sur mon frigo », ou notamment toute la partie de la population senior qui est encore très attachée au papier, imprime beaucoup. Et c'est des gens qui les agrandissent en A3 parce que nous on a des caractères qui sont trop petits. Donc c'était très important que cette zone de téléchargement puisse également être dans la page. Et puis ensuite on se sert des outils actuels pour pouvoir mettre en évidence le positionnement des arrêts. Et vous pouvez aussi gérer les correspondances. Comme on a, dans la mutation du réseau, on a imposé en fait aux voyageurs de plus changer, il était important qu'on puisse leur mettre des correspondances dynamiques et une zone qui leur permettait de comprendre en fait, où allaient passer les lignes et où elles allaient se croiser. Voilà, je vais finir avec ça. Aujourd'hui, le site, il informe. Il a vraiment cette vocation première. Alors là, bon, c'est le côté suisse, un peu préhistorique, mais on ne vend pas encore nos abonnements sur Internet. Mais bon, on l'assume. Ça va arriver, donc d'ici la fin de l'année, on a un projet qui est en cours, on va pouvoir vendre. Et puis c'est vrai que derrière, la troisième brique, pouvoir animer aussi, avoir un échange avec la population.
C'est difficile pour une entreprise publique de s'ouvrir à la population comme ça parce qu'il va falloir accepter beaucoup de choses. Aujourd'hui, de toute manière, il y a les réseaux sociaux, il y a la presse. J'ai aucun problème à comprendre ce que les gens pensent de nous, mais ça va quand même de mieux en mieux. On n'a eu absolument aucune réclamation quand on a basculé, quand on a changé de site internet. Donc pour moi, c'est une des meilleures réponses que la clientèle pouvait nous donner. Évidemment, on ne fait pas un communiqué de presse pour dire qu'on change de site internet, mais finalement, il n'y a pas eu de question. Je pense que, et on le sait, les gens l'ont trouvé intuitif. Ils ont retrouvé les horaires là où ils les avaient avant. Donc finalement, en changeant un petit peu le design, mais en gardant les outils structurants du voyage à leur place, on a permis d'avoir une bonne continuité. On a différentes choses qui maintenant vont s'activer, du multilinguisme, de la newsletter. On a un espace qui est déjà créé, donc ça c'est toutes des choses qui existent, mais qu'on n'a pas encore activé parce qu'on travaille par palier. L'espace privatisé, personnalisé, pour pouvoir avoir des informations sur mesure, avoir des renseignements sur son abonnement, des renseignements sur l'amende qu'on a prise parce qu'on ne s'était pas acheté un abonnement. Donc voilà, il y a tout un cadre qui est prêt pour accueillir une relation personnalisée. Le e-business, on en a parlé. Et puis, c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir maintenant une cohérence sur l'ensemble des canaux qui communiquent avec la clientèle. On a les applications iPhone, Android, on a un site web léger, m.dpg.ch, on a un site internet. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on travaille déjà tous ces canaux-là en termes de contenu. Et puis ensuite, on voit qu'aujourd'hui, on est une population riche, et donc il y a beaucoup de gens qui se connectent avec des tablettes chez nous, une très très forte proportion d'iPad et de Samsung, la dernière tablette Galaxy, je ne sais pas quoi, mais quasiment 60% des gens qui se connectent au site viennent depuis des tablettes. Donc pour nous, ce sera important d'avoir un responsive design par rapport à ça. Et puis enfin, une dernière information pour dire qu'on se tourne aussi vers l'open data, qui est une démarche qui va nous permettre d'enrichir ce qu'on va faire, et on aura une plateforme de mise à disposition des données qui viendra sur Internet. Sur la droite, le visuel du lancement de l'application Android pour montrer que voilà, il y a deux communautés qui s'affrontent et on a respecté la réalité du terrain. Il m'a fait des signes. Voilà 5 minutes pour poser la question. 5 minutes. Neuroda. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Vous parlez d'activation d'une newsletter, c'est une fonctionnalité de LiveFry? Oui. On a un standard. C'est un standard. Ouais. Il nous a formés dessus. Donc... Oui. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont natives dans LiveFry. Non, ils ne vont pas me jeter par la fenêtre. Bon, il y a beaucoup de natifs, mais en fait, le natif, comment vous dire, n'est pas forcément user-friendly et ne correspond pas forcément en termes de fonctionnalité. Donc, du coup, on a pris la fonctionnalité native de LiveFry et puis on lui a mis du spécifique dessus pour qu'elle corresponde aux besoins des DPG. C'est natif, mais soyons prudents avec le natif. Dans l'appel d'offres, qu'est-ce qui a déterminé finalement le choix de LiveFry, qui était très très déterminant pour le choix de cette solution? Est-ce que ça a été difficile de choisir l'éventail des solutions possibles? Non, je crois que par rapport en tout cas aux fonctionnalités clés et vraiment cette partie horaire extrêmement structurante et par rapport à, je dirais vraiment le listing qu'on avait fait, dans l'appel d'offres il y avait intranet et internet, donc ça c'était un point très fort de LiveFry. Les autres se positionnaient presque avec deux solutions, donc c'était pas acceptable. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas eu de doute. On a vu à la notation, à la lecture, des évaluations à la fin, tout ce qui ressortait, c'est tous ceux qui avaient choisi LiveFry. Étienne, tu veux rajouter quelque chose? Alors, oui, vous m'entendez? Oui, effectivement, le choix de LiveFry, c'est déterminé de fait, parce qu'en fait, par rapport à toutes les fonctionnalités qu'on avait décrites dans le cadre du cahier des charges,
il s'est avéré que l'avantage de l'iFrame, comme on travaillait par Portlet, et qu'on avait justement cette possibilité de pouvoir porter ces développements sur éventuellement un jour une autre solution. Donc effectivement, ça nous offrait beaucoup de souplesse dans la mise en place du site internet. Et cette souplesse, on la retrouve puisque cette année, on va finaliser le cahier des charges de ce qu'on veut faire maintenant avec notre outil intranet. Aujourd'hui, on a un intranet qui arrive également en fin de vie. Donc là, il y a un projet en interne qui est de redévelopper le site intranet, mais cette fois-ci avec une constante de base, c'est-à-dire que c'est avec l'iFrame qu'on va développer notre site intranet. Voilà. Excusez-moi, vous avez gardé cette contrainte forte tout au long du projet, le fait de pouvoir porter les portlets dans une autre technologie demain. Ça a été une contrainte que vous avez gardée et que vous avez respectée? Tout à fait. Ouais. 2 minutes. Bonjour. Vous avez indiqué la taille de l'équipe pour le projet, aussi bien du côté TPG que du côté GFI. Quelle est la charge globale de jours, à la fois pour les équipes de GFI et également dans l'application de TPG? C'est une bonne question. Chez vous, vous la connaissez parce qu'elle vous coûte cher. Plus qu'elle rapporte. À la louche, c'est 800 jours pour la partie GFI. Et on les a beaucoup sollicités. On a beaucoup sollicité les TPG, mais surtout en phase amont. C'est-à-dire toute la phase de conception, la phase d'atelier. C'est ce que disait Mickaël tout à l'heure, c'était un petit peu rude. Mais en fait, c'est là que ça se gagne. C'est à la conception et aux workshops que ça se gagne. Parce qu'après, une fois que ça c'est bien fait, le déroulé il est relativement naturel. Aux allées après qu'on a vu, changement de réseau, etc., ou changement de solution au milieu, mais globalement, si c'est bien fait au début, ça se déroule bien. Pour nous, voilà, le projet il a duré 1 an et demi, de la conception du cahier des charges, lancement de l'appel d'offres, évaluation de l'ensemble des offres, et puis ensuite le travail qu'on a fait avec eux jusqu'à la mise en ligne. Je dirais que sur ces 16 mois, il y a eu quand même 7-8 mois qui ont été extrêmement chargés. Sur tous ces jours, est-ce que vous avez un pourcentage important de développement sur mesure? Vous avez vraiment utilisé que des out-of-box de l'iFrame? Ouais, beaucoup de spécifiques. Et comment vous faites pour assurer une transition totale, disons une migration à une nouvelle version, voire du côté TPG, le challenge de l'administration publique, ça peut être un contractant dans une période de temps? Le premier sujet, c'est extrêmement bien spécifié. Et en fait, tous les développements qu'on fait, je pense d'avoir une équipe plutôt correcte, tous les développements qu'on fait sont adaptables en fait. Ça coûte plus cher au début, mais on respecte des standards particuliers qui font que demain, ces devs-là peuvent être repris et migrés relativement facilement sur une autre plateforme. C'est ça le principe. Par contre, ça coûte plus cher au départ. Ça coûte plus cher que de développer comme ça, un peu au fil de l'eau, de respecter les standards. Par contre, c'est portable. L'aspect multilingue, très important pour nous. Vous êtes déjà lancé dedans? C'est en cours. C'est en train de se faire. Aujourd'hui, il est uniquement en français. On a 50% des gens qui vivent à Genève qui ne parlent pas français, donc effectivement, il faut une réponse active. C'est ce qu'on est en train de faire ce mois-ci. Est-ce que vous avez un premier feedback sur... Non, on est en train de le construire. On aura un site anglais, international dédié. Attendez, juste peut-être pour compléter sur la partie multilinguisme. Au jour d'aujourd'hui, techniquement, on est prêt, on a fait l'ensemble des tests. Par contre, ce qui prend du temps, en fait, c'est de traduire les pages. Et on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Désolé. Voilà. Merci.